Hello Bourgie, aujourd'hui nous allons parler amour, nous allons parler de casting. As-tu déjà vécu une relation d'amour où tu as tellement, c'est-à-dire que tu sens tellement le ndolo, tu sens tellement l'émotion que ça te touche jusqu'à l'intérieur de toi-même. As-tu déjà vécu une relation d'amour où tu as mal, tu ne dors pas la nuit, tu te réveilles le matin, la personne tu l'as dans la peau? Je vais te partager mon histoire. Quand j'étais célibataire, et j'avais toujours voulu me marier. C'était vraiment un souhait. Je viens d'une famille où les gens se marient. Mes parents, mes oncles, mes tantes, voilà, tout le monde se marie. Donc, pour moi, c'était la voie naturelle. On se marie quand on est grand. Mais j'avais aussi été assez échaudée et un petit peu aussi traumatisée sur les bords par le parcours de mes parents qui sont passés par des turbulences très fortes dans leur mariage. Au point où, à un moment donné, mon papa est parti de la maison et ma maman s'est retrouvée seule. Le signal que ça m'a lancé, c'était le fait que, eh bien, ça ne vaut pas la peine d'être une bonne épouse. Ça ne vaut pas la peine d'être dévouée à son mari. Ça ne vaut pas la peine d'être cette femme soumise, modèle, exemplaire, que ma mère avait été en fait toute sa vie auprès de mon père. Enfin, du moins de mon point de vue d'enfant. Quand papa et maman se séparent, je suis un petit peu en mode, ok, moi, il n'y a pas homme qui va venir me faire des histoires. Il n'y a pas homme qui va me montrer quoi que ce soit. J'avais une attitude vraiment de Zéna la guerrière vis-à-vis des hommes. Alors, on peut se dire, ça peut paraître plus facile quand on vient d'une bonne famille de trouver le bon parti parce que, eh bien, dans l'entourage des parents, on n'a que des personnes de bonne famille aussi. On a les fils d'eux, des héritiers d'empire. On a des personnes qui ont des bons profils, sur le CV. Et à ce moment-là, je suis vraiment comme la petite gazelle au milieu d'une tanière de lion. Je ne sais pas si tu imagines un peu l'image, où en fait, je suis un bon parti potentiel pour toutes ces mamans-là qui voient en moi la belle fille idéale. Ce n'est pas pour me jeter des fleurs, littéralement, mais je m'explique. Quand tu viens d'une bonne famille, qu'on connaît tes parents, on sait quel est ton parcours, on se dit, ok, tu as certainement dû recevoir tel type d'éducation, tu as telle valeur, et tes parents et les parents de la plupart de ces personnes fréquentent les mêmes lieux, font partie des mêmes cercles, et donc, quelque part, voilà, on se dit, elle est belle, elle est intelligente, elle est éduquée, elle sera le bon parti pour mon fils qui est ingénieur, qui est médecin, qui est banquier, qui est informaticien. Enfin, les carrières que les parents aiment, surtout les parents bamileke, Je suis dans cette phase où effectivement, je voudrais me marier, je pars au Cameroun pour les vacances et là, toutes les amies de mes parents, oh ma fille, oh j'ai mon fils qui est en Italie, qui est pharmacien, j'ai mon ceci qui est cela à tel endroit et tout. Et donc toutes les mamans veulent littéralement se marier avec leur fils. Et dans ce casting improbable, tu commences à te dire, ok, why not? Ok, pourquoi pas? Mais voilà, il y a une dimension sentimentale qu'il faut intégrer à l'équation, quoi. Je veux dire, moi, je cherchais pas juste à me caser avec le bon parti du coin. Non, je voulais aussi, voilà, qu'il y ait une certaine affinité, qu'il y ait une alchimie, qu'il y ait, qu'il y ait un peu d'amour aussi dans tout ça, quoi. Et bien, ce que je sais que, voilà, dans certains cas, l'amour vient après, Mais pour moi, il y avait quand même des critères. Il faut qu'il me plaise. Je veux pas juste qu'il ait un beau nom de famille ou alors un beau compte bancaire. Non, il fallait qu'il me plaise aussi. Bref. Et à ce moment-là, eh bien, j'ai une tata qui essaye de me connecter à son fils en Italie. Quand le gars, je l'ai vu, les amis, I'm sorry, but je suis une femme romantique. Derrière cette carapace de lion. Et clairement, c'était pas mon style, quoi. Donc, comme je n'étais pas désespérée, desperate, je l'ai simplement remercié et je suis passée à autre chose. Et je préférais en fait être seule que d'être dans une relation que j'allais regretter tous les jours de ma vie. Je ne sais pas si tu me comprends. Quelque temps après, je rencontre un monsieur, on fréquentait la même église et tout. Et en fait, j'ai un songe dans lequel je vois le monsieur dans mes rêves et qui me dit pourquoi tu me traites comme ça? Dans la vraie vie, je n'étais pas très sympa avec lui. Je ne le calculais pas, il me plaisait pas et tout. Et dans le rêve, je le vois et je me dis, si j'ai rêvé de lui. Peut-être que c'est Dieu qui
est en train de me révéler que c'est lui mon mari. Ne faites jamais ça. Et je vous partage cette histoire parce que je sais que souvent, surtout chez les jeunes filles chrétiennes, on tombe dans ce genre de panneau. On arrivait donc, conclusion. Et du jour au lendemain, je me mets à développer des sentiments, des émotions pour la personne. On se voyait toutes les semaines à l'église et tout. Mais c'était platonique. En fait, il n'y avait rien, mais rien du tout. Or, moi, plus les semaines passaient et plus je développais. C'est-à-dire que j'étais dans un film dans ma tête avec moi-même. Dans une love story en solo. Et le gars, bon, il passait, franchement, il ne me calculait pas. Moi, j'étais là, je lui donnais des petits bonbons, des petites bouteilles d'eau. Enfin, j'essayais de me rapprocher, mais je faisais trop d'efforts, en fait, pour qu'il réalise ma présence. Et ça me faisait mal. Franchement, j'avais mal au cœur. Des fois, je rentrais chez moi, je me disais, oh, il m'a même pas calculé aujourd'hui. Pourtant, j'ai mis cette robe exprès. J'ai fait cette coiffure exprès et tout. Et moi, j'étais là en train de faire tous les efforts de la terre pour quelqu'un qui me calculait pas. Et le temps a passé, et le temps passait, et j'étais là tout le temps en train de faire des courbettes, des acrobaties, des choses pour être dans le bon axe, pour être là où il est, pour me connecter avec des personnes avec qui il parle. Too much effort. Too much. Eh bien, il se trouve que ça dure quand même 3 mois. Et 3 mois où, en fait, je suis dans un film avec moi toute seule dans ma tête. Et 3 mois où, au final, on arrive au 31 décembre. 31 décembre de cette année-là. Je me dis, c'est aujourd'hui ou jamais. Il y avait le réveillon à l'église et je me dis, ok, je vais me retrouver pile dans l'axe. Et au moment des 12 coups de minuit, quand on va dire bonne année, eh bien, je vais être juste dans l'axe avec lui et je vais lui souhaiter bonne année et tout, et tout, et tout. Bref, je fais mon scénario, mon script et tout. Enfin bref, je suis dans ma tête, quoi. Minuit, bonne année, tout le monde, on se prend dans les bras, tout le monde se souhaite bonne année, les meilleurs vœux, on s'embrasse et autres légendes. Et donc, moi, je me retrouve, en fait, justement, parce que j'ai calculé toute la soirée pour, à ce moment-là, être pile dans sa trajectoire. Et je lui souhaite bonne année, je te souhaite tout ce que ton cœur désire. Et lui, il me souhaite aussi bonne année. Et moi, je suis juste, franchement, je suis dans un film. Je suis dans un film de Tyler Perry, de Hollywood. Je suis sur un nuage. Et il manque juste la musique des Boyz II Men en fond sonore, tu vois. Il me propose de m'inviter au restaurant. Et moi, je me dis, waouh! C'est comme s'il m'avait demandé en mariage, quoi. Il m'a invité au restaurant. Oh! Mon crush m'a invité au restaurant! Oh! Donc, je vais au restaurant et tout, il vient me chercher. Et on va au restaurant, un très beau restaurant chic, Paris. Et on s'installe, il commande un plateau de fruits de mer, huîtres, moules, voilà, tous ces fruits de mer-là. Et moi, je sais plus ce que j'avais commandé, mais bon, je m'étais fait belle. Et on était en train de manger et faire connaissance et tout, son background et tout. Et à un moment donné, il s'installe bien au fond de sa chaise, il se calme, il me regarde droit dans les yeux et il me dit « Si je n'étais pas fiancée, je t'aurais épousé tout de suite. » Mes bourgis. Comment vous dire qu'à ce moment-là, on a 2 choix. Soit on s'effondre en larmes, comme du n'importe quoi. Soit on va collecter toute la dignité qui nous reste pour rester le plus stoïque possible. Et j'ai choisi l'option 2. As if it was just normal. Et dans mon cœur, je suis en train de me dire, donc le gars, si c'était réciproque. Première réaction. Deuxième réaction, il est fou, quoi. Qu'est-ce que l'être fiancé et inviter notre femme au restaurant? Troisième réaction, tout n'est pas perdu. Je dois me battre pour gagner cette place. Mais je ne montre rien, je n'exprime rien. Je continue à décortiquer ma crevette comme si j'avais entendu juste bonjour, comment ça va? Et là, je commence à lui dire, mais cette femme avec qui tu es fiancé, vous n'avez rien à voir en fait, vous n'avez rien en commun. Et je commence à déployer tous les arguments que j'ai entendus dans les films pour lui montrer que, hey, I'm the one, you know, I'm the right girl. Alors, comment tout ça s'est terminé? Eh bien,
il a épousé cette femme à ma place. Leur mariage n'a pas tenu 2 mois. Ils étaient tellement incompatibles qu'ils se sont séparés. Moi, j'étais tellement déçue après cette expérience que je me suis dit, plus jamais je ne montre mes sentiments pour un homme, c'est fini. Et quelques temps après, je rencontrais mon mari qui a fait des pieds et des mains pour que je puisse avoir son attention. Et parce que du coup, je me disais non, je connais ma valeur, je ne veux plus me brader, je ne veux plus avoir à me travestir, à être une personne que je ne suis pas, à convaincre quelqu'un que je suis la bonne personne pour elle. Non, hors de question. Si tu me veux, tu mets les arguments sur la table, tu fais ce qu'il faut, tu payes le prix pour m'avoir, because I'm worth it. Ok, je ne suis pas désespérée. Même si je voulais me marier vraiment de tout mon cœur, j'étais désespérée avec mon Dieu là-haut. Voilà, c'est à lui que je cognais la tête, je cassais les pieds tous les jours dans la prière. Mais clairement, être là avec un homme en train de le persuader que je suis la bonne personne pour lui, never, jamais de la vie, même pas en rêve. Et voilà, il y a à peine une semaine, donc ça s'est passé en 2009, donc ça fait quasiment 14 ans. Wow, time flies. Et bien, cette personne, je l'ai plus revue depuis tout ce temps. Et il parlait de moi à une de ses amies proches la dernière fois. Et il disait que je suis le plus grand regret de sa vie, qu'il aurait dû m'épouser et tout ça et tout ça. Eh, la vie est une question de choix, you know. Le choix du conjoint est tellement, mais tellement décisif dans la suite. Aujourd'hui, Dieu merci, je suis heureuse, heureusement mariée, cela fait 12 ans. Le mariage n'est pas un long fleuve tranquille ou bien un dessin animé. Non, non, ça demande beaucoup d'efforts. Mon mari et moi, on était très, très, très différents. On vient de milieux sociaux complètement opposés. On vient de backgrounds familiaux complètement opposés. Mais voilà, on a réussi à bâtir au bout de 12 ans quelque chose de fort, de stable et par la grâce de Dieu, quelque chose qui va durer longtemps. Parce que justement, on ne s'est pas marié pour les mauvaises raisons, parce qu'on ne s'est pas choisi pour les mauvaises raisons et parce que, eh bien, on a décidé de faire ce qu'il faut pour que ça marche en fait. Quand je regarde par exemple mon père et ma mère qui viennent aussi pareil de 2 milieux sociaux différents, maman elle vient d'une famille riche, papa il venait d'une famille extrêmement pauvre, et je réalise qu'en fait, que ce soit mes sœurs ou moi, on a un petit peu reproduit le même schéma. Nos conjoints ne viennent pas forcément de familles aisées ou familles riches, mais voilà, on a des mariages qui fonctionnent bien, quoi. Et on a su, eh bien, nous, être à l'aise avec nos belles familles, bien s'entendre avec elles, bien s'intégrer dans les deux sens. Et nos conjoints aussi, pareil. Mon mari, il est dans ma famille comme s'il était le fils de mes parents. Et on avance et on progresse dans la vie ensemble. C'est-à-dire qu'on gravit vraiment les marches ensemble. Moi, s'il y a une chose qui était très claire dès le départ, c'est que je ne voulais pas d'un homme qui va se vanter que c'est grâce à lui que je suis ce que je suis. Absolument pas. Je tenais vraiment à mon indépendance en tant que femme et je ne voulais pas d'un homme qui va se vanter dehors que oui, c'est moi qui l'ai fait, c'est grâce à moi que Ce qui fait que, eh bien, on a tout démarré ensemble avec mon mari, quoi. On a passé notre permis ensemble, on a fait notre nationalité ensemble, on a acheté notre première maison ensemble, on a eu nos premiers enfants ensemble. En fait, on a tout fait ensemble. Et Dieu merci, ça fonctionne encore là. Et ça va de mieux en mieux, en fait. Parce que le mariage, c'est le chemin d'une vie, c'est le parcours d'une vie. Et il vaut mieux être bien accompagné pour faire ce parcours. Et je ne saurais terminer cet épisode sans justement partager, eh bien, quels sont quelques critères à prendre en considération dans le choix de notre conjoint. L'un des critères qui, pour moi, est important, c'est que vous partagiez les mêmes valeurs. Partager les mêmes valeurs de la vie. Parce que c'est beaucoup plus facile de vivre la vie avec quelqu'un dont on a vraiment cette affinité, cette connexion-là. On voit la vie de la même façon, on partage les mêmes valeurs. L'un des autres critères qui pour moi est important, c'est de vouloir la même chose. Quand je parle de vouloir la même chose, c'est
sur le point de vue de la relation. Il y a des personnes, par exemple, pour qui, voilà, être en couple, c'est chacun fait sa vie, alors que pour l'autre, être en couple, c'est vraiment être en relation exclusive. Il faudrait que tous les deux vouliez la même chose. Parce que quand on veut la même chose, même s'il y a des turbulences ou il y a des secousses, on va se battre, pas l'un contre l'autre, mais ensemble pour arriver à la bonne destination. L'une des autres choses qui est fondamentale, au-delà du charisme, au-delà du fait de sentir bon, de bien parler et autres, c'est de pouvoir se projeter avec la personne dans l'avenir. Est-ce que justement cette personne qui te côtoie ou que tu courtises ou dont vous fréquentez aujourd'hui, est-ce que tu peux te projeter dans l'avenir avec elle? Est-ce que tu peux la voir comme un potentiel parent, comme un potentiel partenaire dans ta vieillesse? Ok? Parce que la vie, elle est longue, elle est courte et elle est longue en même temps. Donc, il vaut mieux avoir le bon compagnon pour faire longue route. Et enfin, est-ce que c'est une personne qui a une vision, qui est ambitieuse? Peut-être qu'elle n'arrive pas dans ta vie avec tout ce qu'il faut, mais si elle a en elle cette vision, ce potentiel, cette ambition, eh bien, elle pourra aller loin. Et c'est ce que j'ai souvent remarqué d'ailleurs dans beaucoup de couples qui ne viennent pas de mêmes milieux sociaux. Si la personne est enseignable, elle est curieuse pour apprendre et elle a une vision par rapport à sa propre vie. Honnêtement, ce n'est qu'une question de temps pour qu'elle puisse le réaliser et devenir cette personne-là. Donc voilà pour moi les critères qui sont assez importants à mettre en considération au-delà de critères physiques et tout. Bien sûr, c'est important que la personne nous plaise, c'est totalement évident. Mais à mettre dans la balance, il faut pouvoir se projeter sur le long terme. J'espère que cet épisode t'a plu, j'espère que ça t'a parlé. Dis-moi dans les commentaires ce que tu en as pensé. Qu'est-ce que tu as pensé de ce monsieur qui m'a invité au restaurant alors qu'il était fiancé? Qu'est-ce qui est important pour toi dans les critères de choix justement? Qu'est-ce qui pèse, qu'est-ce qui compte? Je t'attends dans les commentaires et on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode.